retrouve Pascal Boniface, auteur du dernier ouvrage Comprendre le monde, 8e édition chez Armand Collin. Vous êtes directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour. Que Bonjour. peut-on attendre de ces pourparlers en Arabie Saoudite? Pas un cessez-le-feu définitif, parce que tant qu'il y aura des troupes ukrainiennes qui contrôlent une partie du territoire russe, Poutine ne l'acceptera pas. Mais en même temps, il veut y aller dans la direction, parce qu'il ne veut pas couper les ponts avec Trump. Il sait qu'il a quand même un atout dans sa bonne relation avec Trump, et il sait que Trump a besoin d'un rendez-vous, d'un succès diplomatique rapide pour montrer qu'il est vraiment le faiseur de paix, qu'il est vraiment celui qui commande. Et donc, il faudra encore un peu de temps. Tout ne sera pas réglé demain, mais on va quand même vers un cessez-le-feu, une fois encore que Poutine aura ce succès de renvoyer les troupes ukrainiennes qui sont encore en train de contrôler une partie de son territoire. Notamment la région de Koursk. Alors pour le moment, est-ce que c'est Vladimir Poutine qui a la main, pas Donald Trump? Oui, pour l'instant, parce que si les Russes doivent arrêter le combat, c'est eux qui décident. Mais en même temps, c'est Trump qui, quand même, parle d'une part aux deux et a un atout dans sa main, c'est d'offrir une porte de sortie tout à fait favorable à Poutine. Poutine avait du mal à espérer plus que cela. La guerre, quand même, pèse sur la Russie. Elle pèse beaucoup sur l'Ukraine, mais elle pèse également sur la Russie. Et s'il peut y mettre fin en ayant l'impression de pouvoir dire aux Russes qu'il a été vainqueur parce qu'il a agrandi le territoire de la Russie et surtout qu'il a empêché l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ça fait partie bien sûr des conditions, eh bien il pourra mettre fin en disant qu'il sort la tête haute de cela. Le but vraiment ultime de Poutine, c'est que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Il voudrait aussi qu'elle soit démilitarisée, qu'on cesse l'aide à l'Ukraine, mais là, ça me paraît quand même une revendication qui sera quand même plus difficile à obtenir. Mais Donald Trump qui se présente comme l'homme fort, est-ce qu'il peut être aux yeux de tous comme celui qui a donné la victoire à Vladimir Poutine? Alors, en fait, il ne va pas le prendre comme ça. Il va se présenter comme celui qui a obtenu une paix que son prédécesseur, Biden, n'avait pas pu obtenir. Et il va dire que cette guerre a éclaté parce que Biden était au pouvoir et que celui avait été président, la guerre n'aurait jamais éclaté, ce qu'il dit déjà. Et donc, il va apparaître comme celui qui a conduit et Poutine et Zelensky à accepter une paix qu'ils ne voulaient pas accepter auparavant. Et c'est vrai que beaucoup d'Américains et beaucoup aussi dans le monde pensent qu'il faut mettre fin à cette guerre et que de toute façon, les buts qui étaient ceux de Zelensky il y a encore quelques semaines, récupérer les territoires perdus, ne sont tout simplement pas accessibles. En fait, c'est un peu le choix entre une paix juste, que l'Ukraine récupère ses territoires et que la Russie n'agrandisse pas son territoire de la force, et une paix durable. Et là, dans ce cas-là, effectivement, l'Ukraine, qui n'a plus que 30 millions d'habitants, ne peut pas récupérer des territoires contre un pays qui en a 145 millions. La proposition de Donald Trump de prendre le contrôle des centrales nucléaires, notamment celle de Zaporizhzhia, est-ce que d'après vous, elle peut être acceptée par les Ukrainiens et par les Russes? Par les Russes, très certainement, et par les Ukrainiens, ils ne peuvent plus refuser grand-chose, en fait, à Donald Trump. Simplement, ce qui est difficile, c'est de savoir si c'est possible, parce que les Américains n'ont peut-être pas les moyens techniques de contrôler une centrale nucléaire aussi importante, mais on voit que c'est toujours dans la thématique de Trump, je me prends, je me sers, et c'est toujours pour, en fait, faire pression sur Zelensky pour qu'il soit en situation de ne rien pouvoir refuser à Donald Trump. Et le temps joue pour Vladimir Poutine, mais vous le disiez tout à l'heure, la Russie, elle est quand même affaiblie par la guerre et les sanctions. Pour Poutine aussi, il y a des limites? Les limites, disons que s'il peut y mettre fin, en fait, le temps joue pour lui dans la mesure où Trump, sa patience a quand même des limites. Et si Poutine veut conserver une bonne relation avec Trump, ce qui est quand même un objectif essentiel, parce que ça change complètement le paysage diplomatique. Il n'y a plus de bloc occidental, il n'y a plus des États-Unis unis à l'Europe occidentale. Il y a désormais un lien au-dessus de la tête des Européens entre Washington et Moscou. Donc c'est un succès formidable pour Poutine d'avoir cela. Et donc il sait qu'il peut pour l'instant résister, gagner un peu de temps, mais pas trop, parce que quand même Trump doit pouvoir montrer, surtout qu'il est en difficulté au Proche-Orient, où de nouveau le conflit reprend, et puis il est aussi en difficulté sur le plan intérieur. La situation économique n'est pas très bonne. Sa politique économique ne donne pas de bons résultats. Les gens commencent un peu à protester. Donc en fait, Trump n'a pas autant de temps que cela, et du coup, Poutine non plus. Et dans les négociations, pendant ce temps-là, les Européens, ils sont hors jeu.
Oui, ils sont hors jeu parce qu'ils peuvent effectivement garantir à l'Ukraine la continuation d'une aide, mais en fait, pour Zelensky, les États-Unis comptent plus que l'Union européenne, et donc les Européens sont un petit peu mis hors jeu eux-mêmes, d'ailleurs, en collant en position ukrainienne, tout en sachant qu'elle n'était pas réaliste. Ils se sont mis eux-mêmes dans une impasse parce qu'ils savaient très bien militairement que l'Ukraine ne pouvait pas récupérer ses territoires, mais pour des questions d'affichage, de principe, d'opinion publique, ils n'ont pas voulu contredire Zelensky. Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer, ils s'activent pour préparer une force d'interposition garantissant la sécurité de l'Ukraine. Vladimir Poutine, on le sait, n'acceptera pas cette proposition et il ne semble pas que Donald Trump soit prêt à la lui imposer. Non, là aussi, on se met dans une impasse parce que le Premier ministre britannique mettra en place une telle force avec un backstop, avec une aide indirecte américaine. Les Américains ont dit qu'il n'en était pas question. Donc, ce n'est pas la peine de continuer à pousser une solution dont on sait que ni les Russes, ni même les Américains ne veulent pas, alors que c'est la condition essentielle, selon le Premier ministre britannique, pour la mettre en place. Donc, il faut tout de suite penser à autre chose. Le soutien des Européens à l'Ukraine et le réarmement actuel de l'Europe et notamment de l'Allemagne, est-ce que vous pensez que ça va quand même peser néanmoins dans les négociations ? Dans les négociations, mais ça pèse pour l'avenir, parce qu'effectivement, les Européens, et notamment les Allemands, ont compris qu'ils ne pouvaient plus compter sur les Américains et qu'ils devaient donc compter sur eux-mêmes. Et donc ça aussi, c'est un changement fondamental pour le très court ou moyen terme, puisque l'autonomie stratégique européenne qui était en fait refusée par beaucoup d'Européens pensant que ça allait nous éloigner de Washington, maintenant ils savent qu'il faut le faire de toute urgence parce que nous ne pouvons plus compter sur Washington. Donc finalement, on peut dire que les thèses gaullistes s'étendent à l'ensemble de l'Europe. Oui, et Vladimir Poutine aura été à l'origine du réarmement de l'Allemagne. Est-ce que ce n'est pas le signe le plus manifeste de la fin de l'après-guerre ? En fait, dans un premier temps, Poutine a renforcé l'OTAN, puisque la Suède, la Finlande ont adhéré à l'OTAN, que tous les pays européens ont demandé aux États-Unis d'être plus présents en Europe. Et puis après, cette guerre en Ukraine, qui n'a que trop duré, selon les Américains, a mis fin à l'OTAN telle qu'on la connaît depuis sa création, puisque l'OTAN était basée sur l'article 5, une garantie de sécurité accordée aux Américains, aux Européens, contre Moscou. Ça, c'est terminé. Et en fait, on revient un peu à autre chose qui a été souhaité par De Gaulle, par Mitterrand, qui n'a jamais été mis en place, une autonomie stratégique européenne. Et là, il y a effectivement un accord de tous les Européens pour dire que par rapport à la menace russe et par rapport à l'absence et au lâchage, l'absence de protection et au lâchage américain, ça devient la seule solution. Donc Vladimir Poutine a renforcé l'OTAN. Donc à l'échelle historique, c'est un échec pour Vladimir Poutine. Et effectivement, enfin, en même temps, Trump a mis fin à l'OTAN. Donc, quelque part, Poutine triomphe, mais il va avoir face à lui une Europe plus déterminée, mais une Europe qui sera coupée des États-Unis. Donc, en fait, tout le paysage stratégique est complètement bouleversé. L'OTAN, telle qu'on l'a connue depuis sa création en 1949, n'existe plus réellement. Il n'y a plus de bloc occidental. Il y a une division entre Européens et États-Unis. Les États-Unis considèrent même l'Union européenne comme un ennemi sur le plan économique. Et puis, il y a un axe direct au-dessus de la tête de l'Europe entre la Russie et les États-Unis. Et donc, pour Poutine, parler d'égal à égal avec Trump, parce que quand même le poids de la Russie par rapport aux États-Unis n'est pas le même, là c'est un succès diplomatique. Donc il perd sur certains points, il gagne sur d'autres. Et face à ces deux puissances, Donald Trump et Vladimir Poutine, les Européens ne se sont quand même pas tous unis, ils sont divisés. Moins qu'auparavant quand même. Ce qui est déterminant, c'est que les Allemands aient changé de position. Les Allemands qui étaient très atlantistes auparavant, qui ne voulaient pas faire quelque chose qui puisse choquer les Américains. Et dès que la France proposait quelque chose, ils regardaient tout d'abord si cela pouvait convenir aux États-Unis. Et même Mme Kaja Kallas, qui est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires internationales, elle a eu une rebuffade. Elle est partie à Washington. Marco Rubio ne l'a même pas reçue. Donc, elle a réalisé quand même que les temps avaient changé et qu'il ne fallait plus compter sur les États-Unis. Donc, même des pays comme les Pays-Baltes ou la Pologne commencent à réaliser que le vent a tourné. Même si les Allemands, il y a aussi opéré un changement historique, pour l'instant, ils refusent un nouvel emprunt européen commun. Oui, alors ça, c'est toujours les règles budgétaires allemandes mais peut-être qu'ils vont finir par l'accepter. Ils l'ont accepté pour le Covid, peut-être qu'ils l'accepteront là. Mais là, c'est plus en fait l'orthodoxie budgétaire allemande
plus qu'une pensée stratégique. Et on peut penser quand même qu'ils devront finalement penser qu'ils vont devoir changer là-dessus parce que c'est contradictoire. Ils ne peuvent pas à la fois vouloir renforcer la défense européenne et pas mettre d'argent. Enfin, ces négociations, elles vont se tenir à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est un succès diplomatique pour le royaume wahhabite. MBS, Mohamed Ben Salman, n'est plus banni. Ça montre le rôle géopolitique et la montée en puissance de l'Arabie Saoudite. Oui, vous avez tout à fait raison. Là, c'est plus le banni, c'est au contraire le maître des cérémonies. Et c'est vrai que MBS a de très bonnes relations avec Poutine parce que ça fait longtemps qu'ils travaillent ensemble, notamment sur la fixation du prix des pétroles, et aussi de très bonnes relations avec Trump. Il va investir 500 milliards de dollars pour les 4 prochaines années aux États-Unis. Et à titre plus personnel, l'Arabie Saoudite a investi 2 milliards de dollars dans le fonds d'investissement créé par Jared Kushner, le gendre de Trump. Et donc, on voit bien que les choses se passent maintenant en Arabie Saoudite, qui est capable de parler à tout le monde. Merci beaucoup, Pascal Boniface, pour votre décryptage sur France 24. Merci d'avoir été avec nous.